Bonjour à toutes et à tous. Alors certains d'entre vous m'ont demandé le replay de la Cogiclass que j'ai animée lors de la dernière journée de rencontre des nouvelles pédagogies. Malheureusement, il n'y a pas de replay. Cependant, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de refilmer cette présentation et de vous la partager. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis enseignant maintenant depuis 6 ans, j'ai fait 5 années en CE1 et 1 année en CP. Je suis actuellement enseignant dans une école REP+, de la métropole lilloise où j'enseigne dans une classe de CE1 des doués. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'apprentissage par le jeu en classe. Je vous parlerai de ses avantages, de son organisation, mais surtout de la démarche réflexive que j'ai lorsque je conçois un jeu ou que je choisis un jeu. Alors, pour commencer, pourquoi la ludopédagogie en classe ? Tout simplement, de nombreuses recherches en neurosciences et en psychologie ont démontré que le jeu était le mode de développement le plus performant chez l'enfant, que ce soit sur le plan émotionnel, cognitif, social et intellectuel. Alors, l'apprentissage vers le jeu facilite la socialisation entre les élèves, mais également la cohésion, la coopération, surtout si on utilise des jeux coopératifs. L'apprentissage par le jeu permet également une meilleure mémorisation. Pourquoi ? Parce que le jeu stimule les élèves, leur procure du plaisir, et donc lorsqu'il y a du plaisir, il y a une valence émotionnelle plus importante. Et lorsqu'il y a une valence émotionnelle plus importante, il y a une mémorisation plus importante. La motivation permet également d'augmenter la mémorisation. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on joue à un jeu, les élèves sont plus motivés. Ça fait appel à la motivation intrinsèque. Et une motivation intrinsèque permet une meilleure mémorisation. L'apprentissage par le jeu permet également une meilleure différenciation parce qu'elle permet de s'adapter aux besoins de nos élèves et donc elle permet aussi une inclusion. Pourquoi ? Parce qu'on peut y inclure les élèves à besoins éducatifs particuliers lorsque l'on joue. L'apprentissage par le jeu permet également le droit à l'erreur. Elle va dédramatiser l'erreur parce que si je me trompe, c'est pas grave, je ferai mieux au prochain tour, j'essaierai d'avancer au prochain tour, etc. Et pour terminer, la ludopédagogie permet également de travailler les fonctions exécutives telles que l'inhibition, parce que les élèves vont devoir apprendre à attendre leur tour, respecter les règles, mais surtout de ne pas donner la réponse à la place d'un autre joueur. Donc voilà, ce sont tous les avantages que l'on peut voir, que l'on peut avoir grâce à la ludopédagogie. Mais voilà, maintenant qu'on connaît tous les avantages, parfois on se pose beaucoup de questions avant de se lancer et parfois toutes ces questions nous empêchent de nous lancer. Parce que voilà, comment est-ce qu'on s'y prend en classe ? Dans quel but, dans quel jeu choisir, à quelle fréquence est-ce que je vais jouer, comment exploiter le jeu, comment concevoir le jeu, quelle organisation, à quel moment, quelles compétences est-ce que je vais développer en utilisant tel jeu, combien de temps est-ce que je dois réserver pour les créneaux de ludopédagogie, quels outils, quelles compétences approfondir avec ce jeu. Donc tout ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Et c'est ces questions-là que je vais essayer de donner, quelques réponses. Alors pour commencer, la première question qu'on va se poser, c'est dans quel but ? Alors effectivement, je vais prendre un exemple concret. Dans ma ludothèque, j'avais énormément de jeux mathématiques et très peu en français. Et je me suis dit, il faudrait que je développe ces jeux et que j'en rajoute davantage dans ma ludothèque. Et donc, voilà, là j'avais mon domaine. Je sais que je voulais travailler et avoir des jeux sur du français. Mais maintenant, quelle matière et quelles compétences est-ce que je souhaite développer avec les jeux ? J'étais en train de travailler sur le verbe et j'avais envie de tester les connaissances de mes élèves et diagnostiquer leur manque sur la notion du verbe. Et donc, voilà. La matière, je sais maintenant que je veux travailler la conjugaison, que je veux un jeu sur la conjugaison et que je veux un jeu qui permette de travailler autour du verbe. Quel est le verbe, où est le verbe dans la phrase, quel est le verbe parmi une liste de mots, quel est l'infinitif du verbe dans la phrase. Donc toutes ces petites compétences autour du verbe, c'est celles que j'ai envie de travailler autour d'un jeu. Donc voilà, dans quel but ? Mais ensuite, maintenant que l'on sait le but, quel jeu est-ce qu'on va choisir ? Est-ce qu'on va choisir un jeu ludique, éducatif,
pédagogique, quelle est la différence entre ces trois types de jeux? Pour vous répondre, je vais utiliser le tableau que j'ai trouvé dans le guide pratique de Monsieur Mathieu, joué en classe au cycle 2. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le jeu ludique? Le jeu ludique, c'est vraiment un jeu où le plaisir est prédominant chez le joueur. C'est des jeux qui peuvent se servir, qu'on peut utiliser, pardon, sur le temps libre. Et on n'a pas besoin de contrôle de l'adulte. C'est vraiment des jeux où les élèves vont pouvoir jouer seuls, ensemble, sans l'aide d'un adulte. Et c'est des jeux qui favorisent l'apprentissage entre pairs. Comme exemple, je peux vous citer les Capla, les Polydrons, le Double et le Jungle Speed. En ce qui concerne le jeu éducatif, alors les jeux éducatifs ont l'apparence des jeux ludiques et les mêmes attributs, mais ces jeux-là vont avoir un objectif précis dans les apprentissages. Cet objectif, par contre, il n'est pas visible par les élèves. Seul l'enseignant sait pourquoi il a choisi ce jeu. Les jeux éducatifs sont des jeux qui sont ensuite jouables par les élèves lorsqu'il y a eu une découverte faite avec l'adulte. Comme exemple, je peux vous citer Batawaf, C'est ce qui prend ou Opération Amonra. Ensuite, en ce qui concerne les jeux pédagogiques. Alors les jeux pédagogiques, ce sont vraiment des jeux qui sont tournés vers les apprentissages. Ce sont vraiment les meilleurs jeux pour jauger du niveau d'un élève et pour diagnostiquer les manques sur une notion en particulier. Alors, si on revient à mon exemple, maintenant je sais que je voulais travailler le français, que je sais que je veux travailler autour du verbe. Quel jeu est le plus intéressant pour moi? À partir de là, comme je sais que je veux tester et jauger le niveau de mes élèves sur tout ce qui tourne autour du verbe, le plus adéquat est vraiment le jeu pédagogique. Mais voilà, maintenant que je sais que je veux un jeu pédagogique, est-ce que je veux un jeu traditionnel ou un jeu coopératif? Sachant que le jeu traditionnel, c'est le jeu où on va jouer l'un contre l'autre. Le jeu coopératif, on joue en groupe dans un objectif commun. Mais voilà, quelles sont les caractéristiques de ces deux jeux? Je reprends également un autre tableau que j'ai trouvé dans le guide pratique de Monsieur Mathieu. Alors, le jeu traditionnel a de nombreux avantages. Le premier, c'est qu'il implique personnellement les élèves. Les élèves sont donc plus concentrés. Et ça va également leur permettre de travailler leur fonction exécutive parce que ils vont devoir apprendre à patienter, apprendre à attendre leur tour de jeu et apprendre à faire face à la frustration. Mais par contre, ça a quelques inconvénients. Évidemment, le premier inconvénient, c'est l'individualisme, l'égocentrisme de certains élèves. Ça va développer la compétition entre eux. Il va y avoir également une comparaison entre les élèves et souvent le perdant va être pointé du doigt, il va être dénigré et donc ce perdant va avoir une sorte de perte de confiance et d'estime de soi. Et en plus, ces jeux, il y a une possibilité de tricher. À l'inverse, les jeux coopératifs, eux, ce sont des moyens de canaliser les élèves individuels et égocentriques. Ça va développer de nombreux échanges entre eux, il va y avoir une certaine émulation, il va y avoir une certaine intégration des élèves dans un groupe. Et donc une meilleure coopération entre eux, ça va vraiment développer ça chez eux. Et c'est des jeux où il est impossible de tricher. Pourquoi tricher? Parce qu'on tient tous ensemble. Mais ça a aussi certains inconvénients. Le premier, c'est les conflits qui sont possibles. Parce que si des élèves ils tiennent ensemble dans un groupe, il peut y avoir des avis différents et donc ça peut développer des conflits et donc engendrer beaucoup plus de bavardage et de bruit. En plus de ça, il va y avoir une certaine perte de concentration et d'implication parce que là, on ne tient pas l'un contre l'autre, c'est vraiment ensemble et donc certains élèves de ce fait vont se retirer et ne pas être aussi impliqués que s'ils jouaient l'un contre l'autre. Donc voilà, si on reprend mon exemple, je sais que je veux un jeu de français pour travailler autour du verbe, que j'ai besoin d'un jeu éducatif pour pouvoir tester les connaissances de mes élèves. Et qu'est-ce qui est le plus adéquat? C'est le jeu traditionnel. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que mes élèves soient concentrés et impliqués pour vraiment connaître leur niveau et jauger de leurs difficultés. Mais voilà. Maintenant que je sais que je veux pédagogique et traditionnel,
quel type de jeu je veux. Est-ce que je veux un jeu de cartes, un jeu de dés, un jeu de plateau ou autre, comme les jeux de tuiles ou les jeux de logique, comme les smart games. Alors, il y a des petites choses qui sont à savoir. Les jeux de cartes et les jeux de dés sont des jeux qui sont moins onéreux par rapport au jeu de plateau qui lui est onéreux puisque beaucoup de matériel. Ce qu'il faut également savoir c'est que les jeux de cartes sont des jeux qui sont plus faciles pour les élèves qui sont plus habitués à travailler avec des jeux de cartes, contrairement aux jeux de plateau. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que les jeux de plateau sont rarement utilisables à plus de 4 joueurs. Parce que plus il va y avoir de joueurs autour d'un plateau, plus le temps d'attente entre chaque joueur est important. En plus de ça, les jeux de cartes, eux, sont beaucoup plus faciles à utiliser en grand groupe. Voilà, donc moi je sais que je veux, si on revient à mon exemple, jeu pédagogique, jeu traditionnel, et ben je pense que le jeu de plateau sera le plus utile puisque je souhaite travailler les notions autour du verbe. Mais voilà, il y a encore une chose à choisir, c'est est-ce que je veux un jeu en solo, en duo, en petit groupe ou en grand groupe classe. Ben voilà, c'est tout ça. Comment choisir un jeu? Ben, il y a différentes catégories pour pouvoir choisir quel jeu on souhaite utiliser. Alors, mais maintenant qu'on a choisi un jeu, ben, comment est-ce qu'on va l'exploiter? Est-ce qu'il faut utiliser les règles officielles? Est-ce qu'il faut les adapter? Est-ce qu'il faut les simplifier? On peut même imaginer donner un jeu aux élèves et que eux inventent leurs propres règles. Alors, faut-il aussi utiliser tout le matériel ou seulement utiliser une partie du matériel? Par exemple, utiliser le plateau d'un Trivial Pursuit et créer les différentes catégories selon ce que vous voulez travailler. On peut même imaginer le jeu Dixit où on va prendre les cartes Dixit pour pouvoir travailler la production d'écrit ou l'oral. Enfin voilà, l'exploitation d'un jeu va vraiment dépendre de vos attentes et du niveau de vos élèves. Mais voilà, comment concevoir un jeu? Parce que si on n'arrive pas à trouver un jeu du commerce qui permette de travailler les compétences que l'on souhaite développer chez les élèves, ben, il va falloir essayer de le concevoir. Mais comment est-ce qu'on conçoit un jeu? Alors, quelles questions on peut se poser dans la conception d'un jeu? Ben, tout d'abord, le thème. Alors, le thème, ça peut être le thème du moment chez vous, le thème de l'année, ou ça peut être un thème que vous n'avez pas du tout. Alors moi, je suis parti de ce fait de mon idée, encore, on va revenir sur le jeu de français autour des compétences de conjugaison. Je n'avais pas de plateau sur le thème du vol, et donc je me suis dit, bah allez, je vais prendre le Panique au Louvre, ça va être, le but du jeu, c'est que des œuvres ont été volées au musée du Louvre, et qu'il va falloir aller les récupérer, et pour ça, il va falloir répondre correctement aux questions de chaque catégorie. Alors, le parcours et sa forme, c'est aussi une question à se poser. Comment je vais organiser mon parcours? Est-ce que je vais faire un parcours simple? Comment je vais faire? Moi, je voulais, comme j'avais 5 catégories à travailler, je voulais, 5 catégories. Les élèves vont devoir se rendre aux 5 coffres forts afin de récupérer les 5 œuvres d'art. Et j'ai choisi de le faire en labyrinthe parce que, comme toute recherche, ça peut partir dans tous les sens. Donc c'est comme ça que j'ai imaginé mon parcours. Mais maintenant, on peut aussi se poser la question du nombre de cartes. Si on prend un jeu de cartes, est-ce que si en plus ce jeu, on n'y joue qu'à 2 joueurs, est-ce qu'on a besoin de 80 cartes? Parce que les élèves n'auront pas forcément la possibilité d'avoir 80 cartes en main. Donc voilà, c'est toutes des petites questions qu'on doit se poser lorsqu'on crée un jeu. Si c'est un jeu de plateau, le nombre de cartes, ici j'avais 5 catégories. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 40 cartes par catégorie? Je suis pas sûr, une vingtaine de cartes, surtout qu'ils seront 4 joueurs par plateau maximum. Et après, c'est pas grave si les questions reviennent. Peut-être que l'élève n'avait pas eu bon la dernière fois et qu'il se rappelle de la question et donc de la réponse. Et là, il pourra donc avancer et on aura vu qu'il aura mémorisé la bonne réponse à cette question. Ensuite, le parcours utile pour le jeu. Le matériel, utile pour le jeu. Tout va dépendre aussi du jeu qu'on utilise. Si on prend un jeu de cartes, si on a des élèves de CP, peut-être qu'ils auront des difficultés à tenir les cartes. Donc pour ça, un porte-carte serait bien. Si on utilise un jeu de plateau ou un jeu de dés, quel dé est-ce que j'ai besoin? Un dé à 6 faces, à 10 faces,
un dé avec des couleurs. Enfin, voilà, tout va dépendre du jeu et des notions que l'on veut travailler. Et maintenant, comment concevoir le jeu? Quel logiciel on peut utiliser? Je peux vous proposer Creadoc qui permet de créer des jeux facilement, mais il est payant. Canva va aussi proposer des plateaux de jeux gratuitement. Ensuite, moi, je vais vous montrer comment on crée un plateau de jeu avec un traitement de texte, parce que moi, j'utilise le traitement de texte. Et après, je vous propose aussi Flaticon, qui est un site qui nous permet de trouver des pictogrammes pour pouvoir agrémenter et décorer le plateau que l'on vient de créer. En aide, je peux vous proposer dans la conception quelques aides, c'est de jouer, d'analyser les différentes mécaniques de jeu des jeux du commerce, même de s'inspirer des jeux du commerce, je vais vous montrer juste après. Et il existe également les travaux de Vitac qui peuvent vous aider à concevoir un jeu. Ces travaux s'intitulent Adapter et créer un jeu pour la classe. Je vous parlais là d'utiliser les jeux du commerce et de s'inspirer d'eux. Donc là, je vais vous montrer un exemple avec le Key Numbers. Le Key Numbers, c'est un jeu qu'on peut utiliser en numération pour travailler l'ordre croissant ou décroissant. Le but du jeu, c'est que les élèves vont chacun avoir un plateau qu'ils vont devoir remplir avec des trèfles. Les trèfles sont posés au milieu. Et quand c'est son tour de jeu, l'élève va devoir, alors, au début, ils vont devoir poser les 4 trèfles en diagonale. Et après, à chaque fois, alors chaque tour, ils vont devoir piocher un trèfle et le poser sur leur plateau. Mais par contre, ils ne pourront pas le poser n'importe comment. Ils vont devoir le poser en respectant l'ordre croissant, que ce soit en ligne ou en diagonale. Et donc, j'ai utilisé cette mécanique de jeu pour faire la même chose et créer mon jeu Monstre Hotel qui, lui, va travailler l'ordre alphabétique. Donc, au lieu des numéros de 1 à 20, j'ai créé la même chose avec les lettres de l'alphabet, les 26 lettres de l'alphabet. Donc, lorsque l'élève va jouer, il va prendre une porte, parce qu'ils doivent remplir leur hôtel en mettant les monstres qui ont la forme d'alphabet. Donc, ils vont devoir prendre une porte et venir la placer sur leur plateau en respectant l'ordre alphabétique. Ce jeu-là, on peut l'adapter sur plusieurs niveaux. On peut raccourcir le plateau. Moi, au début, j'avais fait un plateau 4 sur 4 comme eux. J'ai rétréci pour les élèves en difficulté, j'ai rétréci à 3 sur 3. Après, pour les élèves aussi en difficulté, ça va être peut-être difficile de devoir travailler, de faire l'ordre alphabétique en ligne et en colonne en même temps. Alors, on simplifie les règles et on choisit simplement en ligne. Ils doivent ranger les monstres dans l'hôtel en respectant l'ordre alphabétique, mais que dans les lignes. Donc vous voyez, il y a plusieurs manières d'adapter un jeu du commerce et de le concevoir. En ce qui concerne la conception, donc je vous ai dit que je vous allais vous montrer comment je conçois un jeu avec un traitement texte. Donc voici. Donc là, moi je vous montre avec le Mac, avec le traitement de texte du Mac, mais il est totalement possible de faire la même chose sur Word. Alors, d'abord, je commence par un cadre qui va permettre de délimiter mon plateau. Ensuite, je reprends une forme où je vais enlever le remplissage. Je vais y mettre la bordure. Je vais pouvoir utiliser cette forme en la modifiant pour créer le parcours que je souhaite. Donc, vous avez vu, je modifie les traits pour lui donner la forme que je souhaite. Et voilà, la même chose est possible sur Word, j'ai vérifié. Mais c'est beaucoup moins intuitif, mais c'est possible. Et donc voilà, donc je trace la forme de mon parcours, mais qu'est-ce qui va manquer? Il va me manquer les traits, les traits pour pouvoir délimiter chaque case. Donc là, je prends des traits, je leur donne la même taille que les autres traits du parcours, et voilà, je vais venir les agencer de telle manière à construire toutes les cases que j'ai besoin pour mon plateau. C'est là où on va essayer de voir combien de cases est-ce que j'ai besoin. Parce que si j'en mets pas beaucoup, l'élève risque d'arriver très vite à l'arrivée, notamment si c'est un dé avec 6 faces. Donc voilà, c'est à vous de voir le nombre de cases, les choses qui sont, c'est des choses des questions qu'il faut vous poser. Ensuite, une fois que j'ai fait toutes les cases, je viens reprendre une forme, j'enlève la bordure, je le mets en couleur et je vais lui redonner la même forme que ma case. Et pour la rendre plus propre, je viens changer de plan et je viens le mettre sur le plan d'en dessous. Et je fais ça avec toutes les cases. Ça paraît très fastidieux, ça paraît très long, ça peut paraître très compliqué, mais une fois qu'on en a fait un,
bah vous verrez que c'est très facile de changer ensuite les couleurs et d'adapter le même parcours à plusieurs thèmes. Donc là, voilà, je fais un exemple avec la deuxième case, je mets la bonne forme, je viens après le mettre sur le plan en dessous, donc je change de plan, et voilà. Et je vous ai dit que c'était facile. Le plus dur va être le premier parcours. Et une fois que c'est fait, regardez, je change facilement la couleur de chaque case, je change même la couleur du fond, et voilà. Donc j'obtiens un plateau de jeu très facilement en changeant les couleurs. Après, ben voilà, j'ai fait mon parcours. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Ben, c'est la déco. Et je vous ai parlé de Flaticon tout à l'heure pour pouvoir utiliser les pictogrammes. Donc, je vais dans mon dossier où j'ai téléchargé énormément de pictogrammes. Bon, là, j'ai choisi de prendre un soleil parce qu'il suit avec les couleurs que j'ai mis sur le plateau. Donc, je prends le pictogramme et je viens le copier. Et ce qui est bien avec les pictogrammes qu'on trouve sur Flaticon, c'est qu'il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond blanc. Et là, bah voilà, qu'est-ce que je fais? Je veux le mettre ici et je change de plan. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée un jeu. Ça paraît compliqué. C'est très compliqué au début, mais au fur et à mesure qu'on s'entraîne, c'est de plus en plus facile. Et une fois qu'on en a fait un, il est facilement réadaptable. Il y a plein de mes jeux qui ont le même parcours où j'ai juste changé les couleurs, le thème et les pictogrammes. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la création d'un jeu sur traitement de texte, c'est juste une juxtaposition de plans. Donc voilà, c'est comme ça que je crée un plateau sur les notions que j'ai envie de travailler. Mais voilà, maintenant qu'on sait comment concevoir, comment choisir un jeu, comment l'exploiter, à quel moment est-ce que je vais jouer en classe? Alors, est-ce que ça va être durant l'APC, au SRAN, en pacte, en groupe classe? Est-ce que ça va être au début de la séquence ou à la fin? À quel moment de l'année est-ce que je vais jouer? À quel moment de la semaine? À quel moment de la journée? C'est tout plein de questions qu'on pourrait se poser. Je vous donne quelques pistes. Alors, Monsieur Mathieu, dans son guide pratique, lui préconise 2 séances hebdomadaires qu'il réalise le mardi en fin d'après-midi et le vendredi en fin d'après-midi. Pour ma part, je les utilise davantage en APC ou lors de séances un petit peu parsemées durant l'année. Mais il est important de noter que réserver un créneau chaque semaine pour la ludopédagogie permet d'inscrire le caractère important de l'apprentissage par le jeu. Mais voilà, maintenant que je sais un peu à quel moment, que j'ai réfléchi au moment que je voulais utiliser pour travailler par le jeu, combien de temps est-ce que je vais leur consacrer l'apprentissage par le jeu? Cette réponse peut dépendre de plusieurs facteurs également. Du nombre de joueurs, de la durée d'une partie de jeu, de la vitesse de réflexion des élèves. Ce qui est à savoir, c'est que plus une partie aura de joueurs, plus elle sera longue. Alors, quelques petites pistes de réponse, c'est que souvent, la plupart des jeux ont une durée de 15 à 20 minutes, voire 25 minutes, et que pour capter l'attention sur la durée d'un élève, jouer à un seul jeu sur 1 heure, c'est trop compliqué, ils vont pas forcément être dedans. Les élèves aiment bien changer. Donc peut-être leur proposer un deuxième jeu durant le créneau, de pouvoir faire une rotation, et que si un jeu dure en moyenne 20 minutes, et 2 jeux, donc on pourrait dire un créneau de 45 minutes serait l'idéal pour les élèves. Mais voilà, quelle organisation est-ce que je vais utiliser? Alors, je vais vous parler d'abord de l'organisation spatiale. Dans la classe, privilégiez les îlots, parce qu'une fois qu'on a les îlots, ça évite de prendre du temps dans l'organisation et dans la mise en place. Ça évite de bouger les tables, etc. Les îlots sont prêts, j'ai juste à poser le jeu, et voilà, on gagne du temps. Pour ce qui est des classes un peu plus flexibles, je vous conseille de travailler au sol avec les jeux de dés, de travailler là aux espaces où il y a des assises, les jeux de cartes, et les jeux de plateau là où il y a les tables. En ce qui concerne le rangement, ça va dépendre aussi de vous, de la place que vous avez, du nombre de jeux que vous avez, mais choisir un tri pour l'organisation des jeux peut vous permettre de les retrouver plus facilement. On peut les trier par compétences, les jeux de maths, les jeux de français, les jeux de QLM, etc. De domaine, pardon, pas de compétences.
On peut aussi les trier par compétences aussi, hein, les jeux de numération qui vont travailler autour de telle notion, etc. Ou on peut les trier par nombre de joueurs. Enfin, il y a plein de choses de tri possibles. Tout va dépendre du nombre de jeux, des meubles que vous avez pour les ranger. Ensuite, au niveau de l'organisation pratique, je vous propose 3 organisations. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Hein. Organisation numéro 1 va être de montrer le matériel du jeu, d'expliquer le but du jeu et les règles, et ensuite de vous-même imiter une partie. Vous allez incarner tous les joueurs. Comme ça, vous allez pouvoir montrer toutes les astuces, toutes les choses qui sont à savoir pour respecter les règles et tout ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer dans le jeu. Ensuite, une fois qu'on a simulé, qu'on a une partie, en interprétant tous les rôles, on peut faire simuler une partie à quelques joueurs et on leur fait expliciter les règles, que ce soit les joueurs ou les élèves qui sont en train de regarder la partie. On peut expliciter les règles du jeu. Et à ce moment-là, on va pouvoir déterminer quels sont les élèves qui pourront être les maîtres du jeu et être ceux qui vont pouvoir faire respecter les règles lorsque l'on mettra les jeux en place ensuite. Organisation numéro 2, c'est d'utiliser l'ABC pour présenter les jeux et permettre de désigner les joueurs comme maîtres du jeu ensuite lorsque l'on fera des parties plus tard. Par exemple, aux premiers APC de l'année, on pourrait leur présenter 3-4 jeux. Une fois que les jeux ont été présentés, on met une séance en place. Chaque jeu a un maître du jeu et un autre jeu, un 5e jeu, tout nouveau qu'on leur fait découvrir, qu'on leur fait où là on a l'adulte qui est là et on leur fait découvrir les règles. Et de ce nouveau jeu, on désigne un maître du jeu pour la fois prochaine. Et à chaque nouvelle séance, on leur fait découvrir un nouveau jeu et on nomme un nouveau maître du jeu. Et à chaque fois, on change les maîtres du jeu. Et comme ça, on permet de faire découvrir des jeux plus facilement sans être obligé d'utiliser l'organisation numéro 1. Organisation numéro 3, possibilité d'inviter les parents et la famille pour prendre en charge un atelier. Et comme ça, en plus, ça permet de renforcer le lien parents-école. Ce qui est également important à prendre en compte, c'est de préparer en amont les jeux, de désigner correctement les maîtres du jeu, de les faire tourner. Des maîtres du jeu doivent être capables d'expliquer les règles du jeu et de les faire respecter. On pourrait aussi mettre un responsable, le roi du rangement, qui pourrait ranger le jeu à la fin de la partie. Et également un responsable calme parier. Ce qui est aussi important, c'est de créer peut-être un outil pour le volume sonore. Ça, il y en a énormément sur Internet. Vous pouvez choisir celui que vous avez déjà ou d'autres qui vous permettraient d'avoir plus de calme lors des séances dédiées au jeu. Au niveau des ressources. Alors, au niveau des ressources ou des outils, je vais vous en proposer plusieurs. Alors tout d'abord, Monsieur Mathieu et ses ouvrages, donc il a sorti 2 guides pratiques, un sur jouer en classe au cycle 2 et un jouer en classe au cycle 3. Il y a énormément d'informations, beaucoup plus de ressources que ce que je vous ai montré. Il présente plus de théorique, il présente aussi beaucoup de fiches d'identité de jeux du commerce qui vont pouvoir vous aider à pouvoir faire une progression. D'ailleurs, il vous propose également des progressions. Et donc c'est plein de ressources qui vous permettront de commencer à travailler par le jeu en classe. Ensuite, apprendre par le jeu de Canopé vous présente aussi des fiches d'identité de jeu du commerce avec le but, les objectifs travaillés dans tel jeu, etc. Un peu comme dans l'ouvrage de Monsieur Mathieu. Ensuite, le site Tout pour le jeu vous permet d'acheter du matériel pour le jeu. Il y a plein de types de dés, plein de types de pions, des porte-cartes, il y a plein de choses. Donc, tout le matériel, vous pourrez le trouver sur toutpourlejeu.com. Ensuite, le site Créadoc pour la création des jeux payants ou le site Canva qui est gratuit. Le site Faticon pour les pictogrammes, comme je vous ai dit. Ensuite, vous avez de nombreux Instagrammeurs et blogueurs qui vous proposent leur création, leurs jeux. Je peux vous citer Maître Van de Camp, qui lui va en plus vous parler des jeux du commerce et vous faire une sorte de fiche d'identité également. Tanière de Kiban, etc. Ensuite, les jeux éducatifs qui peuvent se jouer en ligne, en groupe classe. Donc ça peut aussi être une solution, une manière de jouer. Donc il y a jeuxéducatifs.fr, jeuxpédago.com, Calculatis, un jeu dans ma classe, etc.
Ensuite, je peux vous proposer également les vidéos Ludochrono qu'on trouve sur la chaîne Ludovox qui vont vous expliquer également les règles du jeu en moins de 5 minutes. C'est vraiment très facile et j'adore pour les comprendre les règles. On peut même imaginer en fait le diffuser aux élèves et qu'ils essayent après d'expliquer les règles ou la manière dont ils ont compris les règles. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Donc c'était la présentation que j'ai fait lors de cette Koji Class, de cette journée de rencontre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Et j'essaierai d'y répondre. En tout cas, j'espère que je vous ai apporté quelques réponses. Merci beaucoup.